La scène éclate au milieu d'un champ de bataille chaotique. Un golem de pierre imposant frappe le sol avec une force implacable, tandis qu'un guerrier solitaire avec un bouclier lutte désespérément pour retenir le monstre. Pourtant, malgré l'intensité de l'affrontement, ce combat se déroule dans un simple donjon de bas niveau connu sous le nom de Margal. Soudain, le guerrier reçoit un coup violent directement au visage. Quelqu'un derrière lui conseille d'arrêter d'absorber les coups de plein fouet et de plutôt dévier les attaques sur le côté. À ce moment, un groupe allié se joint à eux, signalant qu'il est temps de lancer un assaut coordonné. Un guerrier frappe férocement tandis que le reste de l'équipe prend d'assaut le golem de tous les côtés. Provoqué par l'attaque, le golem libère un pouvoir rougeoyant. Le plus petit manieur de bouclier avertit tout le monde que la créature est entrée dans une rage berserkée. Il ordonne à l'équipe de rester près de lui pour se protéger. Les mages commencent à lancer des sorts, et un mage portant une casquette crie à la silhouette paumée à l'arrière de lui fournir du mana, car il est à court. Cet individu paumé est Engin, un chasseur typique de bas niveau avec la rare capacité de transférer du mana à ses alliés. Son expression vide et ses compétences peu impressionnantes le désignent immédiatement comme notre improbable protagoniste. Non seulement il possède une faible capacité, mais il doit effectuer un long rituel juste pour canaliser le mana sur le dos de quelqu'un. Le golem charge à nouveau. Cette fois, Engin réussit à transférer du mana à son camarade, permettant à son ami de libérer une magie qui abat rapidement le golem. Bien que la difficulté du donjon soit faible, tout le monde a l'air complètement épuisé par le combat. Puis ce type costaud s'approche de Hanjun et lui dit froidement que, puisqu'il a à peine contribué au raid, il pourrait aussi bien s'occuper de nettoyer le reste de la zone. Le groupe commence à se demander pourquoi quelqu'un avec une capacité de guérison défectueuse est relégué au rôle de soutien de mana. La personne vêtue d'orange explique que, techniquement, le gamin est classé comme attaquant, mais il ne possède qu'une seule compétence qui génère du mana et elle est presque infinie. Pour être honnête, cette capacité est plutôt surpuissante, même si le gamin lui-même est faible. L'autre gars pense définitivement la même chose. Cependant, il précise que dans ce monde, les mages peuvent également siphonner le mana des prêtres, donc la compétence n'est pas particulièrement unique. Le gars portant la casquette ajoute que cela explique pourquoi le gamin inutile n'a même pas atteint le niveau 30 après 5 ans. Pendant ce temps, il a été occupé à balancer une pioche sur des rochers. Hanjun note intérieurement que ces crétins parlent délibérément fort juste pour s'assurer qu'il entend chaque mot. Peu importe ce qu'ils disent, il refuse d'abandonner. La scène se déplace ensuite vers le siège imposant de la guilde Greatsage. Posant fermement ses mains sur le bureau, le protagoniste exige une explication quant à la raison pour laquelle ils essaient soudainement de le transférer au département de production. Le vieil homme répond, informant à regret Hanjun que personne dans l'entreprise ne peut égaler ses compétences pendant les chasses. Soyons réalistes, tu ne peux pas espérer devenir un chasseur pro au niveau 29, pas quand ta seule action est de générer du mana. Hanjun tente de prouver son immense valeur en soulignant son approvisionnement en mana pratiquement illimité et le fait qu'il est sur le point d'atteindre le niveau 30, une étape importante. Cependant, son adversaire rétorque en soulignant que la plupart des mages et des guérisseurs possèdent déjà des compétences pour absorber le mana. Par conséquent, les contributions de Hanjun ne sont pas considérées comme particulièrement percutantes ou essentielles. Quand il demande en quoi atteindre le niveau 30 ferait une différence, l'homme ajuste ses lunettes et déclare qu'ils ont déjà pris leur décision, impliquant que Hanjun doit simplement l'accepter. À ce moment, Hanjun saisit pleinement la gravité de la situation. Rejeter ce verdict entraînerait presque certainement son expulsion de la guilde. Plus tard, assis tranquillement sur un banc, Hanjun ne parvient pas à se débarrasser des derniers mots de l'homme qui résonnent dans son esprit. À regret, il ne voit aucun potentiel en lui. Le voilà assis, découragé, se demandant comment il s'est soudainement retrouvé sans emploi sans aucun avertissement. La vérité est que la plupart des gens croient à tort que sa compétence consiste simplement à absorber le mana et à le transmettre à ses alliés. En réalité, c'est plus nuancé, même s'il n'a jamais révélé toute l'étendue de sa capacité à qui que ce soit. Alors qu'il tient un bijou connu sous le nom de jury du propriétaire, une invite apparaît soudainement sur son écran lui demandant s'il veut copier l'objet en utilisant CTRL+C. Il clique sur oui et un bref éclair de lumière signale le succès de l'action. Instantanément, le bijou original est dupliqué et apparaît dans sa main. C'est exact. La capacité de Hanjun est essentiellement une fonctionnalité de copier-coller. Il copie un objet puis le colle. Considérez cela comme une commande de type Windows à l'intérieur du jeu, mais il y a un piège. Tout objet qu'il copie disparaît instantanément au moment où il quitte sa possession. Cette limitation l'empêche de reproduire un équipement surpuissant et de devenir ridiculement riche comme certains autres joueurs. Pour aggraver les choses, la duplication de même son modeste poignard l'oblige à atteindre le niveau 90. Alors, que fait-il pour aider les autres en ce moment? Il duplique son propre mana, conserve l'original intact et remet la copie aux autres. Parce qu'il conserve l'original, son approvisionnement ne s'épuise jamais. Il a déjà expérimenté la copie d'autres capacités, mais chacune était assortie de conditions scandaleuses qui les rendaient irréalisables. Tout ce qu'il désire vraiment, c'est gagner quelques niveaux supplémentaires. C'est tout. Une fois qu'il l'aura fait, sa vie se transformera enfin.
Le vrai tournant sera quand il pourra commencer à copier de l'équipement qui ouvrira un tout nouveau niveau de potentiel. Puis une alerte d'actualité apparaît sur son téléphone. L'épée longue du dragon Kalisha vient d'atterrir au Japon. Cet objet est exceptionnellement rare et incroyablement surpuissant. L'utiliser augmente immédiatement votre niveau de Sense. J'ai joué à de nombreux RPG, mais je n'ai jamais rencontré quelque chose d'aussi ridiculement brisé. Le seul hic, vous devez être au moins au niveau 30 pour la manier. Il s'imagine immédiatement tenant cette épée. S'il pouvait simplement la dupliquer une fois et conserver la copie pour toujours, il monterait au niveau 230 en un instant. Le problème est que l'épée vient d'arriver au Japon et que sa durabilité est extrêmement limitée, ce qui lui permet de survivre à seulement quelques chasses supplémentaires. Par conséquent, au lieu d'être utilisée, elle est exposée pour être vue. En théorie, cela lui présente une occasion parfaite de la copier. Son objectif désespéré est d'atteindre le niveau 30 dans la semaine. Rien de moins ne débloquera sa chance d'utiliser cette épée. Plusieurs jours passent, et maintenant je ne sais rien de l'identité de cette créature. Elle ressemble à des chauves-souris volantes ou peut-être à des moustiques géants suceurs de sang. Attends. 6 pattes signifie que ce sont probablement des araignées. Honnêtement, cependant, je ne comprends pas pourquoi j'ai appelé ces choses des suceurs de sang avec des bouches pleines de dents. Elles sont juste mortelles. Ce donjon n'est pas enregistré et n'a aucune reconnaissance officielle de la guilde. Un blond jette un coup d'œil par-dessus son épaule, demandant du mana au groupe. Notre cher Haruto est là, faisant exactement ce qu'il fait de mieux. Grâce à lui, l'homme lance un énorme sort de flamme, engloutissant tout dans le feu. Pendant ce temps, notre malheureux outsider reste assis, accablé par l'immensité de l'écart entre eux. Il jette un coup d'œil à son écran de statistiques, espérant silencieusement qu'il ait gagné un niveau. Soudain, un autre homme apparaît derrière lui et lui dit d'arrêter de fixer les écrans. Rien ne va changer juste en regardant. Hanjun s'excuse, admettant qu'il s'est un peu distrait. L'homme l'avertit ensuite que s'il continue à traîner, il devra payer des frais de spectateur pour avoir traîné dans le donjon, ce qui signifierait probablement payer une tournée de bière après la course. Au moins, ce type est cool, mais cela signifie malheureusement qu'il est destiné à mourir bientôt. Il s'appelle Akia. Voyons combien de temps il dure dans cette histoire. Bien qu'il s'agisse d'un donjon non enregistré, Hanjun sent une lueur d'espoir ici. Il a réellement une chance de gagner un niveau. Ils avancent en s'enfonçant plus profondément dans la grotte. Soudain, un membre de l'équipe s'arrête et signale à tout le monde de se préparer. Ils sont sur le point d'entrer dans le repère de la reine. En regardant derrière un pilier, la voilà. Une bête colossale nichée parmi d'innombrables œufs. Elle s'appelle Alexa, un spawn de niveau 80. Aïe. Définitivement quelques niveaux au-dessus des capacités actuelles de notre héros. Il est déjà convaincu que le moindre contact avec l'une de ses pattes le réduira à de simples vapeurs. L'un d'eux demande pourquoi Hanjun a l'air terrifié. N'était-il pas censé se battre? Bien sûr. L'araignée semble lente, mais il faut rester sur ses gardes. Si vous êtes pris au piège dans sa toile, vous serez immobilisé jusqu'à ce qu'elle vous dévore vivant. De plus, il est sage d'éviter les œufs, ces petites créatures agressives pourraient éclore à tout moment. Ensuite, le blond s'en prend au chef, lui disant d'arrêter de simplifier les choses comme si Hanjun était un touriste ignorant. Alors Hanjun se tient silencieusement, faisant tranquillement ce qu'il fait de mieux. Rien ne se passe jusqu'à ce que Blondie, dans un accès de frustration, s'avance avec colère. Il lance violemment une pierre dans la toile d'araignée. Immédiatement, la reine se réveille et se jette pour infliger une morsure mortelle. Le tank se jette devant l'attaque, criant qu'ils sont condamnés maintenant, tout cela grâce à ce camarade imprudent. Mais le gars est une centrale électrique. Il bloque la frappe et coupe même l'une des pattes de l'araignée. Il ordonne à tout le monde de se disperser et de se tenir à l'écart des œufs. L'ensemble du groupe lance un assaut féroce sous tous les angles. Les épées plongent directement dans sa gueule béante. Pendant ce temps, notre gars se cache derrière un pilier, étonné qu'il tienne réellement tête à un boss de niveau 80. Soudain, l'araignée se retourne et pointe son arrière vers le groupe. Le tank crie à tout le monde de se mettre à couvert derrière les piliers, mais l'idiot blond charge déjà une autre boule de feu, se vantant du nombre de fois qu'ils l'ont vaincu et rejetant toute peur. Il libère son sort, envoyant des bombes web se disperser partout. Les projectiles explosifs claquent violemment contre les parois de la caverne. Son sort de feu s'écrase contre la cible mais ne cause aucun dommage. Il n'arrête pas de crier à propos de sa fierté, insistant sur le fait qu'il n'abandonnera pas cet assaut. Notre protagoniste essaie d'urgence de l'avertir, mais il est déjà trop tard. L'homme continue sans relâche de lancer des sorts. Le tank portant un bandeau lui crie d'arrêter avant que les œufs n'éclosent. Hanjun se rend compte que la situation est désespérée. Tous les œufs commencent à éclore simultanément. Le tank tente d'exprimer un avertissement, mais il est frappé durement et projeté au sol. Juste à ce moment-là, Iguana fait irruption, criant que des ennemis attaquent de toutes les directions. Des toiles jaillissent de tous les angles, piégeant tout le monde, les clouant au sol et s'enroulant autour des piliers et des environs. S'il vous plaît, que Blondie soit la première victime après cette gaffe imprudente. Et bien sûr, il hurle désespérément avant d'être écrasé. Pendant ce temps, Hanjun est piégé contre un pilier, regardant impuissant son ami se faire déchiqueter. Faites vos jeux. Option 1, il monte de niveau au dernier moment,
copie une compétence et inverse la tendance. Option 2, une héroïne puissante et stupéfiante apparaît pour le sauver. Option 3, il meurt bêtement et l'histoire se termine ici. Après que l'araignée ait fini de détruire son allié, elle se jette sur Han-Jun, coupant la toile et le projetant à travers la pièce. Du sang jaillit de tous les orifices de son visage alors qu'il chancelle. À ce moment-là, le système lui demande de confirmer s'il souhaite coller la compétence qu'il a copiée. Avec un sourire narquois, il admet que sa capacité n'est pas aussi inutile qu'il n'y paraissait. La plupart des choses disparaissent lors de la copie et du collage, mais il ne se perd pas. C'est pourquoi il crée toujours un clone de sauvegarde avant d'entrer dans un donjon. Tout comme dans un jeu vidéo lorsqu'il meurt, il réapparaît instantanément à un endroit différent tandis que son corps précédent disparaît. Frustrant, j'ai placé 56 paris et pas un seul n'a été payant. Il s'avère que la copie qu'il crée est en fait contenue en lui, faisant de lui une sorte de clone ambulant. Ainsi, chaque fois qu'il meurt, il réapparaît simplement. Il meurt à nouveau et revient immédiatement à la vie une fois de plus. Maintenant, il est affalé derrière le pilier, meurtri et brisé, incapable de mourir mais piégé sans aucun moyen de s'échapper. Alors ses yeux aperçoivent l'un des gars toujours pris au piège dans la toile collante. C'est le chef du groupe dont nous nous attendions tous à ce qu'il périsse, suppliant désespérément de l'aide. Mais Han-Jun sait qu'il n'y a aucun espoir de secourir cet homme. Pendant ce temps, le boss fait des ravages, réduisant tout en lambeaux. Han-Jun se décide à tenter sa chance et à agir. Il est furieux à l'idée qu'après tous ses efforts, il puisse mourir sans porter un seul coup. Juste au moment où le boss se lance à l'attaque, Han-Jun frappe sa jambe, déviant ainsi l'assaut. À ce moment précis, il gagne des points d'expérience en réussissant un coup solide. Finalement, il passe au niveau supérieur. Mais au moment où il remarque la notification, bam, le boss lui assène un coup violent directement à la poitrine. Une fois de plus, il réagit instantanément, s'étant sauvegardé et copié à nouveau dans l'existence. Le problème, cependant, est que ces attaques n'ont absolument aucun effet sur ce boss. Mais notre combattant rusé est sur le point de sortir un mouvement tout droit sorti de Re:Zero, peu importe le nombre de fois qu'il doit périr. Un jour, il est déterminé à vaincre ce monstre. La créature frappe à nouveau, et Han-Jun charge, jurant silencieusement que, égratignure par égratignure, il sortira victorieux. Après 3 jours acharnés à endurer d'innombrables morts et la destruction de la plupart des armes de ses coéquipiers, Han-Jun est devenu considérablement plus fort. Pendant ce temps, la reine araignée apparaît meurtrie et épuisée. Elle reste incapable de se remettre des blessures qu'il lui a infligées. Elle déclenche un autre barrage de toile. Cette fois, cependant, il esquive habilement s'étant déjà adapté à la vitesse de ses attaques. Elle le frappe à nouveau, mais il saute, escaladant sa jambe pour monter rapidement vers sa tête. Il crie sans relâche, meurt enfin. Il enfonce son épée directement dans son cerveau, mais la lame se brise instantanément, se cassant comme une brindille fragile. Elle le rejette, le frappant fort contre le sol, et lâche un rugissement féroce. Juste au moment où elle se prépare à mordre, des fissures de toile d'araignée apparaissent sur son corps. Sa santé tombe à zéro, et elle explose en fragments. Han-Jun gît immobile, complètement épuisé. Après tant de morts, son esprit est comme de la bouillie. Puis une cascade de notifications de niveau supérieur inonde son écran avec un joyau digne. Il reçoit la récompense pour avoir vaincu la légendaire reine araignée. Notre merveilleux héros décide enfin de rendre visite à son ami après avoir été absent pendant 3 jours complets. Mais juste au moment où il commence à partir, quelque chose s'écrase juste à côté de lui. Il lève les yeux et pense immédiatement, absolument pas. Sortez d'ici, bande d'araignées albinos effrayantes, hurle-t-il. Le problème est qu'il est désarmé, et l'homme à côté de lui est complètement hors d'état de nuire. Il refuse d'abandonner son camarade pour qu'il meure seul. Flashback à 2 heures plus tôt sur un pont à Tokyo. À l'intérieur d'une voiture, un soldat de niveau 112 nommé Moore Grant demande à une fille nommée Eri combien de fois elle a visité le Japon. Eri, une mage de niveau 131, répond que c'est sa 2e visite. Moore demande si le Japon est sa patrie. Elle rejette la question en disant que ce n'est pas pertinent. Elle est ici dans un but précis. Il y a quelque chose qu'elle a l'intention de localiser à l'intérieur d'un des donjons du Japon. Grant remarque que ce serait fantastique si elle parvenait à le localiser. Cependant, elle le met en garde de ne pas trop s'impliquer dans ses affaires, l'avertissant qu'il pourrait finir par être blessé. À ce moment, une annonce retentit sur l'interphone. Le camion traverse maintenant le donjon du pont Arc-en-Ciel, également connu sous le nom de porte Arc-en-Ciel. Quel que soit le nom, c'est un arc-en-ciel, un pont et un donjon entrelacés. Les systèmes électriques seront désactivés pendant 5 minutes en raison des interférences des ondes électromagnétiques. Apparemment, un donjon se trouve sous le pont, et l'homme était désireux de l'explorer. À proximité, dans un bureau, un chasseur de niveau 21 nommé Shinoda Satoru, certes encore novice, se plaint de la banalité de sa mission actuelle. Son ami assis à côté de lui suggère que c'est probablement parce qu'il n'a obtenu le poste que grâce à des relations. À vrai dire, sans une forme de réseautage, il serait impossible d'entrer dans un endroit comme celui-ci. Soudain, une créature gluante heurte la jambe de Satoru. Il se baisse pour la ramasser,
remarquant que celle-ci est plutôt mignonne, certainement plus attrayante que les slims effrayants que l'on trouve habituellement à l'intérieur des donjons. Curieux, il demande à son compagnon s'il est courant que ces petites créatures errent à l'extérieur. Son ami le confirme, mais son ton nerveux trahit un certain malaise. Soudain, quelque chose frappe violemment le dos de Satoru. Il se retourne, et rien qu'à l'ombre menaçante, c'est clair. Un ogre massif est sur le point de le réduire en bouillie. Game over pour ce type. De retour dans le moment présent, notre fiable Anjun a une fois de plus survécu, grâce à sa stratégie signature Troll C Troll V. Il vise maintenant le niveau 50, le cap où le jeu devient généralement plus facile. De meilleurs groupes de donjons deviennent disponibles, menant à des groupes plus forts, un meilleur butin et plus de points d'expérience. Il était encouragé par un nouvel optimisme, convaincu que son moment pour exceller était enfin arrivé. Soudain, une foule le dépasse avec une hâte pressante. Ils ont crié avec force, exigeant qu'il s'écarte immédiatement. Perplexe, il a du mal à comprendre pourquoi tout le monde se dispersait frénétiquement comme des oiseaux paniqués. Au premier plan, une voix s'est demandé s'il devait continuer avant l'arrivée des principales guildes, à laquelle une autre a répondu que c'était nécessaire parce que l'épée légendaire était à portée. Grand Moreau a reçu les nouvelles, certaines bonnes, certaines mauvaises. Une épée avait fait surface à proximité, mais un donjon venait d'apparaître dans cette zone. Au sommet du siège de l'association, plusieurs aéronefs étaient préparés pour un déploiement immédiat. Les chasseurs semblaient principalement concentrés sur la sauvegarde de la longue épée légendaire, reconnaissant son immense valeur. Puis quelqu'un s'est avancé en affirmant que tout le monde devait suivre son exemple car elle était la commandante désignée. La femme la plus directe et décisive présente a déclaré que la priorité absolue de l'association était d'éliminer les monstres et d'évacuer les civils. En montant à bord du navire, elle a souligné que toutes les autres questions pouvaient attendre après. À ce moment, une voix de l'arrière a crié, désireuse de se joindre à la mission. Nana a ignoré l'interruption et a ordonné à tout le monde de monter à bord immédiatement. Naturellement, c'était Anjun qui suppliait de les accompagner. Il a expliqué qu'il était dans la guilde depuis 5 ans et qu'il connaissait de nombreux membres. Bien qu'il ait admis qu'il n'était pas particulièrement fort, il était déterminé à aider à sauver des civils. Elle le regarda avec une expression perplexe, se demandant probablement ce que cet individu autodépréciateur pouvait bien apporter. Anjun s'est alors lancé dans une plaidoirie passionnée, insistant sur le fait que chaque coup de main était essentiel pour préserver des vies. Nana est clairement plus désireuse de partir que de s'engager dans un débat. Elle soupire simplement et le laisse divaguer. Avant qu'il ne s'en rende compte, Bam est déjà entré. Elle mentionne avec désinvolture qu'elle a entendu dire qu'il avait sauvé un junior au nid d'araignée, insinuant qu'il est une personne véritablement altruiste. Il répond poliment en remerciant. Mais dans son esprit, il se rappelle que sa seule motivation pour sauver cet enfant était un gain personnel, tout comme maintenant il est ici uniquement pour le trésor. Les autres chasseurs commencent à s'interroger, n'avons-nous pas stabilisé le donjon du pont de l'Arc-en-Ciel il y a 3 semaines? Pourquoi est-ce qu'il entre de nouveau en éruption? Nana écarte leurs inquiétudes, expliquant que de tels événements sont assez courants. C'est précisément pourquoi ils doivent toujours rester vigilants et préparés. Leur rôle est de s'assurer que l'événement catastrophique d'il y a 15 ans ne se reproduise plus jamais. 2 flashbacks, gratitude envers Anjun. À l'époque, plusieurs portes de donjons ont explosé simultanément. Il n'y avait pas assez de chasseurs dans le monde pour gérer la crise. Des créatures monstrueuses erraient sans restriction. Au milieu de ce chaos, la mère de Anjun est tragiquement devenue une victime, écrasée sous une voiture. Pourtant, ce jour fatidique, Anjun a également rencontré un être transcendant, quelque chose d'autre monde, c'est alors qu'il a acquis son pouvoir ou sa malédiction, on ne sait toujours pas lequel. La voix mystérieuse n'a prononcé que 20 ans, le laissant perplexe quant à sa signification, qu'il s'agisse de la durée de la compétence, de sa durée de vie ou de quelque chose d'autre. Cependant, il sait qu'une marque sur son cou décompte ce temps sans relâche. Il est convaincu que cette entité est apparue uniquement à cause de la grande catastrophe. Peut-être que la marque dure comme du verre est un compte à rebours annonçant l'arrivée de la prochaine calamité. Si c'est exact, il lui reste 5 ans pour devenir le chasseur le plus formidable qu'il puisse devenir. De retour au pont, une explosion force les portes à s'ouvrir, les déchirant en grand. Des voitures sont projetées dans les airs comme des missiles au milieu du chaos généralisé. Au sol, les chasseurs sont dépassés. Il n'y en a tout simplement pas assez pour protéger les civils. Un petit gobelin se jette pour poignarder un enfant, mais l'enfant contre-attaque avec une frappe d'épée précise à l'abdomen. Juste au moment où un autre gobelin s'approche en douce par derrière, quelqu'un l'intercepte et le tranche en plein vol avec une frappe rapide. Attends. Ces deux-là ont réellement survécu à l'ORC furieux de tout à l'heure. Ils sont bien plus résistants qu'ils n'y paraissent au premier abord. L'homme avertit le gamin riche arrogant de se concentrer la prochaine fois, indiquant clairement qu'il ne risquera plus de le sauver. Apparemment, lorsque l'ORC était sur le point de les écraser tous les deux, il a protégé le garçon en le tirant hors de danger. Satoru, visiblement ému, se rappelle à quel point ils ont frôlé la catastrophe. Cet homme m'a sauvé 2 fois maintenant, pense-t-il en s'enquérant des renforts. L'homme répond que quelque chose ne va pas, mais l'aide devrait arriver bientôt. Pour le moment,
la décision la plus judicieuse est de traverser le pont et de joindre nos forces au renfort. Pas d'héroïsme en solo avant leur arrivée. Pendant ce temps, un ours massif martèle sans relâche un camion. Cette bête est un monstre de niveau 190, imposant et formidable. Derrière l'ours, Grant demande anxieusement si le camion peut résister à l'assaut, tandis qu'Iris l'assure de ne pas s'inquiéter car elle déploie ses capacités défensives maximales. Même une créature de niveau 400 aurait du mal à percer si facilement. Tout le monde regarde vers le ciel alors que les navires des forces des grands sages approchent. Attends, non. Les navires ne sont pas du grand sage, Grant appelle en demandant à Eagle s'il surveille la situation. Il s'avère que ce qu'ils sont réellement en train de voir est l'arrivée d'un dragon colossal nommé Kuasa. Nana avertit tout le monde de se préparer à l'impact imminent. La bête charge une attaque dévastatrice, rassemblant de l'énergie avec férocité. Une explosion retentissante percute directement le navire, le secouant violemment. L'ensemble du pont vibre et commence à s'effondrer. Attends, où sont exactement les navires de la guilde? À en juger par la vue, ils planent au-dessus de la tête du dragon. Ou peut-être que non. Honnêtement, c'est déroutant. Un instant, nous sommes sur le pont, l'instant d'après, nous sommes de retour sur le navire. La bête lâche une autre boule de feu, cette fois frappant le navire sans équivoque et plongeant tout dans le chaos. Des gens sautent de l'air, plongeant au combat en plein vol. Nana a déjà atterri fermement sur le sol en contrebas. Un officiel annonce que l'association prend le contrôle. Ils semblent tous confiants, mais en réalité, ces personnages dégoulinent d'ambiance de disparition de personnages secondaires. Pendant ce temps, Nana s'enquiert d'un chasseur en particulier. Alors Anjun, parfois son nom coréen est utilisé, parfois son nom japonais. C'est déroutant, mais Nana semble certaine que ce type ne tombera pas ici. Elle lâche ensuite un sort de feu infernal qui ressemble étrangement à de l'eau, mais frappe néanmoins le boss en plein centre. Retour à Anjun, il est en plein vol, se balançant habilement sur un fil de toile d'araignée attaché à un lampadaire comme un Spider-Man résolument ringard. Alors que tout le monde tombe à gauche et à droite, ce type reste préoccupé par la réplication de l'épée légendaire du dragon. Les escouades de l'association avancent, progressant sur le pont. La tension monte parmi eux alors qu'ils expriment des inquiétudes quant à la dangerosité de cette mission. Personne ne veut affronter Kuasa, mais cela reste la voie la plus rapide pour sceller la porte. Pendant ce temps, Anjun se promène nonchalamment au milieu d'un champ de bataille jonché de restes déchiquetés de monstres. Ces créatures n'étaient pas particulièrement puissantes par elles-mêmes. Le vrai danger avec les loups réside dans leur comportement de meute implacable. À proximité, Shinoda Satoru tranche ses ennemis avec une détermination féroce, criant à plein poumon. Cependant, son camarade de tout à l'heure a subi une morsure aux côtes et a du mal à tenir le coup. Anjun inspecte rapidement le champ de bataille, évaluant les sombres circonstances. Il conclut de manière décisive que ce n'est pas son problème. Il y a des problèmes plus urgents qui exigent son attention. Le grand combattant qui avait secouru plus tôt le compagnon blessé crie à Anjun de se retirer, l'avertissant que la survie ici est impossible sans un chasseur de haut niveau. Juste à ce moment-là, une patte colossale s'écrase sur le sol à proximité. Toute une meute émerge, des loups lunaires. Bien qu'ils ne soient qu'au niveau 15, leur nombre écrasant en fait une menace mortelle. Satoru n'est peut-être pas le héros principal, mais son courage est indéniable. Il dit que si son aîné a été blessé en le protégeant, alors il donnera volontiers sa vie en retour. À ce moment-là, Anjun se souvient de l'époque où il a sauvé un chef d'équipe dans le donjon des araignées. Et le voilà reparti, prêt à plonger tête la première dans le danger. Un loup se jette directement sur Anjun, les mâchoires grandes ouvertes, apparemment sur le point de le mordre. Attendez. Je pensais que Anjun allait venir à la rescousse. Mais au lieu de cela, le jeune homme se retourne et décapite le loup sans effort. Un autre loup charge par derrière. Une fois de plus, le gamin tient bon et repousse l'attaquant. On dirait que Anjun n'est pas vraiment pressé d'intervenir. Puis un troisième loup se jette vers la nuque du jeune homme. Finalement, le protagoniste arrive et plaque le loup en plein vol avec une puissante charge à l'épaule. Allez, Anjun. Peut-être apporter une arme appropriée la prochaine fois. Ouais. Il vérifie de toute urgence si le jeune combattant va bien. Le garçon affirme qu'il va bien, mais il exhorte Anjun à regarder autour de lui et à constater la situation par lui-même. Malgré cela, le nombre de créatures qui pullulent dans la zone reste écrasant. Le gamin avertit Engin qu'il devrait fuir immédiatement. Même si ces monstres sont de bas niveau, leur nombre dépasse ce qu'ils peuvent gérer. Anjun sourit simplement et déclare que c'est un scénario idéal conçu pour sa capacité. À ce stade, le gamin qui ressemble maintenant plus au jeune frère de Anjun a l'air complètement perplexe. Anjun sort un objet de son inventaire en mentionnant sa frustration antérieure de ne pas pouvoir le vendre. Maintenant, cependant, il est impatient d'expérimenter et de voir comment il se synchronise avec ses compétences. Soudain, les loups bondissent en avant pour attaquer. Sidoru pousse un cri terrifié alors que la panique s'installe. À ce moment-là, Anjun active une combinaison utilisant une compétence Troll plus V, libérant la technique massive de la toile d'araignée qu'il avait habilement copiée du boss. Instantanément, les loups se retrouvent piégés, s'étouffant et se débattant sauvagement en entrant en collision les uns avec les autres.
Ils finissent par s'emmêler dans une masse chaotique comme des nouilles emmêlées dans une boulette de viande. En quelques secondes, un tas imposant de monstres immobilisés se forme tandis que Han-Jun se tient calmement à proximité, montant de niveau avec une confiance indéniable. Comme il l'avait prévu, une compétence d'immobilisation de zone s'avère exceptionnellement efficace contre un ennemi grouillant. Pendant ce temps, Satoru reste là, abasourdi, se demandant silencieusement qui est cet individu impressionnant. Il demande si Han-Jun est affilié à l'association des chasseurs, et Han-Jun, ne mentant pas tout à fait, affirme plus qu'ils avaient été dans le même hélicoptère. L'homme blessé demande humblement à Han-Jun de porter Satoru en sécurité pour l'empêcher de mourir. Mais, bien sûr, Satoru refuse, affirmant qu'il n'abandonnera pas son aîné en aucune circonstance. Observant cette loyauté inébranlable, Han-Jun est frappé par leur volonté de se sacrifier l'un pour l'autre, ce qu'il admet qu'il ne ferait pour personne. Légèrement ému, il ouvre son inventaire, sort une potion et la tend aux deux hommes. Il explique que même si cela ne restaurera pas complètement la capacité de l'homme blessé à se battre, au moins cela l'empêchera de mourir. L'homme blessé le regarde avec incrédulité comme pour dire « Cette potion coûte une fortune ». Han-Jun répond simplement « Je veux te voir t'en sortir. Emmène ton aîné avec toi ». Sidaru est clairement amoureux maintenant. Ce gamin est fou amoureux. Il devient émotif en remerciant Han-Jun et en se présentant comme Kang Seong. Note à moi-même, conservez les nouveaux noms coréens comme ceux-ci en coréen tout en conservant les anciens noms en japonais. Han-Jun ne montre aucun intérêt et commence simplement à s'éloigner. Mais il s'arrête brusquement et demande « Avez-vous vu des chasseurs internationaux dans les environs ?» Il sait que ce sont eux qui possèdent cette épée légendaire. Pendant ce temps, de retour sur les lieux, l'énorme ours s'approche régulièrement du camion. Hurt l'affronte avec désinvolture, endormant sans effort la bête sans transpirer. Grant admire son vaste arsenal de compétences non létales. Soudain, un projectile se dirige vers eux. Il réagit instantanément, tranchant le projectile en plein vol avec un timing précis. Il murmure qu'il était inévitable que quelqu'un tente de voler l'épée au milieu du chaos. L'expression d'Eri change instantanément, sentant le danger. Un groupe masqué s'avance, avertissant que puisqu'il est assez perspicace pour le remarquer, il pourrait aussi bien remettre l'épée maintenant. Mais avant que Grant ne puisse répondre, ils lancent leur attaque. Grant relève sa défense, criant qu'ils ne sont pas une proie facile. Il y a une raison pour laquelle ils ont été chargés de protéger l'épée. Il ordonne à Eri de reculer mais charge lui-même vers l'avant, bien sûr. Eri l'avertit comme si tout le monde s'attendait déjà à sa mort imminente. Il se fige soudainement au milieu de l'attaque, s'effondre à genoux en toussant violemment du sang. Complètement déconcerté, il a du mal à comprendre ce qui vient de se passer. Eri révèle qu'ils ont utilisé une potion qui bloque l'absorption de mana, ce qui signifie que toute tentative d'utiliser des compétences serait fatale. Le chef masqué les félicite, louant leur refus de jamais sous-estimer leurs adversaires. Eri remarque que le recours à des objets interdits par l'association suggère un profond désespoir. Un cercle magique s'allume sur son doigt alors qu'elle avertit, les choses sont sur le point de devenir extrêmement inconfortables. Un ennemi se moque d'elle en tant que mage monolithique lançant une boule de feu dans sa direction. Son attaque imprudente s'avère fatale. En une seconde, 30% de sa tête et de son épaule sont anéantis. Il s'effondre instantanément au sol, inconscient. Le boss ennemi se jette en avant, avec l'intention de s'emparer de l'épée. Pendant ce temps, leur groupe est rapidement décimé. Les ennemis sont jetés du pont et mis en pièces sans pitié. Le commandant masqué réalise soudainement que quelque chose ne va pas. Eri n'a pas tué le monstre. Elle s'est contentée de le maîtriser en l'endormant, n'ayant pas d'autre option. Le boss s'enfuit, laissant ses coéquipiers sans vie au sol, et Grant saisit immédiatement la situation. Il réalise qu'il n'y a aucune chance d'endormir à nouveau le boss. Eri confirme que son mana est épuisé et que toutes ses actions précédentes ne faisaient que supprimer les capacités du boss. Grant murmure que, fidèle à sa conviction, un jour elle paierait le prix de son refus d'utiliser la violence. Elle sourit doucement et répond que c'est peut-être vrai, mais qu'il ne connaîtra pas ce sort. Avec un rugissement puissant, elle charge en avant, activant une ultime poussée d'énergie héroïque. L'homme hurle désespérément, la suppliant d'arrêter. Elle a continué à charger directement l'ours sans hésitation. De toute évidence, le poison d'antimatière faisait toujours rage à l'intérieur d'elle alors qu'elle crachait du sang sans relâche. Malgré son élan, elle était incapable d'absorber de l'énergie. Soudain, le monstre a bondi en avant dans le but de la frapper avec une patte colossale. À ce moment précis, quelqu'un est intervenu, exécutant une manœuvre parfaite de contrôle pluvé. Oh, mec! Juste au moment où j'avais hâte de découvrir ce qui allait se passer ensuite. Le chapitre s'est brusquement terminé juste là. Je m'attendais à ce qu'il reconstitue son mana pour qu'elle puisse rendormir la bête. Mais au lieu de cela, il a enfermé le boss dans un énorme cocon de toile. Puis il l'a claqué au sol. C'est quoi ce bordel, mec? Cette capacité que tu as est incroyablement surpuissante. La bête ressemblait maintenant à une momie entièrement emballée. Une fois de plus, Han-Jun, son ami, était complètement stupéfait. Il a couvert notre gars d'éloges en le déclarant incroyable. Han-Jun a l'intention de les évacuer rapidement tous les deux, mais cela s'est avéré plus compliqué que prévu.
Il a demandé s'ils allaient bien et s'ils étaient affiliés à l'association. Eri avait l'air perplexe, incapable de comprendre sa langue peut-être. Grant s'est levé brusquement et a immédiatement demandé si Hanjun était venu voler l'épée. Hanjun, le célèbre roi du mensonge, leur a assuré qu'il était là pour protéger l'épée. Naturellement, ils hésitaient à faire confiance à un étranger immédiatement après avoir été pris en embuscade. En observant la scène, Hanjun a finalement compris ce qui était arrivé à ceux qui avaient poursuivi l'épée. Et oui, échapper à cette épreuve sans être mis en pièces serait un véritable miracle. Puis Satoru a sorti son registre de chasseur et a demandé pourquoi les sauveteurs étaient traités comme des criminels. Hanjun a ressenti une montée d'excitation. Enfin, ce gamin se révélait vraiment utile. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. Hanjun a récupéré 2 potions de mana et les a tendues, les exhortant à boire immédiatement. Il était clair que leur état se détériorait. Ces potions avaient coûté d'innombrables runs de donjon, mais Hanjun était prêt à tout miser pour avancer vers l'épée. À court d'alternatives, les deux ont accepté les potions à contre-cœur. Après une brève pause remplie d'hésitation, il a finalement accepté. Pendant ce temps, Eri gardait les yeux fixés sur le boss. D'autres vaisseaux de l'Alliance ont plané dans le ciel au-dessus d'eux. Finalement, les guildes restantes ont commencé à arriver sur les lieux. Le combattant costaud a fait remarquer que, pour l'instant, il tenait bon. Cependant, les nouveaux venus devraient encore affronter le boss qui se profile devant eux. Alors qu'elle sprintait sur le dos du monstre, elle a crié que le boss était sur le point de passer à la phase 3. Avec l'arrivée de toutes les autres guildes, la priorité absolue est passée à l'évacuation de tous les civils en lieu sûr. Soudain, quelqu'un a demandé quand il serait enfin libre de poursuivre ses propres désirs. Un homme tatoué avec des lunettes a interpellé Nana. Avec désinvolture, il a dit « Ça fait longtemps. Je suis sur Dazaki Masato mage noir niveau 503. » Ce type avait définitivement le sens du spectacle. Nana, la douce et innocente, se demandait pourquoi il était là. Il a juste haussé les épaules et a répondu « N'est-ce pas évident ?» Elle l'a averti de ne pas continuer. Mais il était trop tard. Un cercle magique massif s'était déjà matérialisé sous lui. Alors même qu'il prenait forme, elle le suppliait désespérément de ne pas aller jusqu'au bout du sort, craignant que s'il ne parvenait pas à tuer le boss, les choses allaient prendre une tournure radicale pour le pire. L'homme s'est moqué, expliquant que sa tendance à s'occuper de questions triviales l'empêcherait de progresser. Pendant ce temps, il prévoyait de vaincre la créature en solo et de réclamer une douzaine de butins rares. Soudain, une décharge d'éclairs noirs a éclaté, enveloppant le boss dans une tempête tourbillonnante d'énergie ardente qui l'a traîné vers le ciel. Nana a crié d'urgence, exhortant tout le monde à fuir immédiatement. Sans prévenir, le sol sous eux a commencé à s'effondrer. Le pont a cédé une fois de plus, envoyant tout plonger vers l'abîme en contrebas. Hanjun est soudainement apparu avec une expression innocente, au moins il avait survécu, ce qui était déjà quelque chose. Il a même utilisé sa capacité de toile pour secourir les 4 compagnons qui avaient failli tomber. Mais au moment où il est monté jusqu'à Bam, il s'est retrouvé face aux énormes mâchoires du boss. Il s'est demandé si la créature était morte ou si quelqu'un l'avait déjà capturée. À ce moment-là, Masato est apparu et a fait remarquer que pour un chasseur de bas niveau, Hanjun avait déjà accompli beaucoup de choses. En repérant l'emblème sur sa poitrine, Hanjun a immédiatement reconnu Masato comme un membre de Future Guild, l'une des 3 meilleures guildes du pays. Faisant preuve d'un courage remarquable, Engin a même demandé à Masato pourquoi il n'aidait pas à l'évacuation des civils. Je m'attendais pleinement à ce que Masato réplique durement en pensant quelque chose comme « Pour qui te prends-tu, rookie ?» Au lieu de cela, Masato a calmement expliqué que les civils avaient déjà été évacués. Pendant ce temps, Kiwashi est apparu à peine conscient, son état étant grave. Il s'est approché de la toile d'araignée, vraiment impressionné, admettant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit utilisée de cette façon. Soudain, toutes les toiles de Hanjun ont commencé à disparaître. Au même moment, le boss ressemblant à un ours a été impitoyablement mis en pièces. Naturellement, Hanjun était terrifié. Après tout ce que Masato a fait, c'est de bouger son doigt. Mais comme c'est Hanjun qui a réussi à l'immobiliser, il commence à monter de niveau à un rythme étonnant. De plus, il reçoit une récompense pour avoir vaincu l'ours. Masato entend les carillons de niveau supérieur et demande si c'est Hanjun qui a maîtrisé la bête. Masato était surpris que Hanjun ait réussi, il ne s'attendait pas à ce que ce soit lui qui s'excuse d'avoir volé le kill. Il laisse nonchalamment tomber une griffe par terre en disant que Hanjun peut la garder. Après tout, voler ne fait pas partie de ses responsabilités. Hanjun est sur le point de répondre quand Bam Nana apparaît soudainement, en criant son nom. Elle est visiblement soulagée et joyeuse, simplement heureuse qu'il soit encore en vie. Remarquant leur familiarité, Masato en déduit que Hanjun doit être affilié à l'association. Et à chaque instant, son opinion sur le gamin diminue encore plus. Nana demande si quelque chose s'est passé et Hanjun hausse simplement les épaules en disant « Non, rien d'important ». Puis elle demande de l'aide pour déplacer la créature, le laissant perplexe, ne serait-il pas plus facile de simplement la tuer? Elle explique qu'une fois que le boss entre dans la phase 2, il deviendra incontrôlable, se déchaînant sans arrêt. Pire encore, étant donné sa taille massive,
il pourrait même déclencher une phase 3. Cela signifierait essentiellement une destruction totale dans toute la ville. Alors que Han-Jun traite cette information, son regard reste fixé sur la bête. Soudain, l'œil du monstre s'ouvre brusquement, se fixant sur eux avec une concentration inébranlable. Nana est terrifiée, mais Masato est ravi, s'exclamant qu'il est enfin sur le point de recevoir une plus grande récompense. Étrangement, Nana se tourne et exprime sa confiance que Han-Jun survivra à la rencontre. Pendant ce temps, Masato, surnommé 4 yeux, rejette cette idée, affirmant que Han-Jun est condamné et exhorte tout le monde à se concentrer sur le boss. Sans hésitation, ils se lancent tous les deux sur la bête tandis que Nana crie à Han-Jun de fuir. Han-Jun ramasse une corne par terre, admettant qu'il n'avait pas l'intention de l'utiliser. Cependant, il réalise qu'il doit prendre le contrôle de Kusha avant que ces deux-là n'en aient la chance. « Excusez-moi, mais mon ami est soudainement devenu beaucoup plus audacieux. » Zitoru, toujours le supporter enthousiaste, réapparaît en demandant pourquoi il est revenu. Pendant ce temps, Eri garde un œil attentif sur les environs du web. Quand Han-Jun lui confie qu'il a besoin d'une faveur, la gravité de la situation devient claire. Kurish est sur le point d'atteindre la phase 3, et ce faisant, il déclenchera une attaque dévastatrice sur Eri qui pourrait tout détruire. S'il réussit, d'innombrables vies seront perdues et l'épée disparaîtra également. Pour éviter cette catastrophe, il a besoin d'emprunter l'épée temporairement pour vaincre le boss et arrêter la destruction. Il lui assure qu'il rendra l'épée immédiatement après l'avoir utilisée et seulement une fois qu'il en aura fait une copie. Malgré ces nombreuses explications, elle reste peu convaincue, insistant sur le fait que c'est une requête impossible. Le camion ne peut pas être ouvert car il nécessite une énorme quantité de mana. À l'heure actuelle, il manque tout simplement du mana nécessaire pour le faire. Grande sans quelque chose qu'Eri n'a pas complètement refusé. Elle a dit que c'était impossible uniquement parce qu'ils n'ont pas assez de mana. Et s'il y a bien une chose dont Han-Jun est capable, c'est de fournir du mana. Immédiatement, Han-Jun commence à l'inonder de mana, la laissant confuse et demandant quelle est cette étrange sensation qui la traverse. Il plaisante rapidement, lui disant de ne pas rendre ça bizarre. Grâce à cela, le puissant saut sur le camion se dissout sans trop d'efforts. Han-Jun saute à l'intérieur, criant sa gratitude et jurant d'honorer sa promesse. Naturellement, Grant est anxieux. Soit Han-Jun s'enfuit avec l'épée, soit il meurt en la maniant. Les deux issues sont terribles, mais l'héritière a foi en lui, surtout depuis qu'il a choisi de retenir l'ours au lieu de le tuer. Mais ce n'est pas parce que Grant aime quelqu'un que cette personne mérite votre confiance. Enfin, Han-Jun ouvre la porte du camion et entre à l'intérieur pour s'emparer de l'épée mythique. Naturellement, Bam, l'un des voleurs, apparaît silencieusement juste derrière lui. Sans hésitation, Bam plonge une lame profondément dans l'abdomen de Han-Jun. Ses deux coéquipiers crient désespérément d'en haut. Pendant ce temps, les deux voyous de niveau 100 restent figés comme des PNJ sans vie. Han-Jun s'effondre à l'intérieur du camion, s'affaissant comme des déchets jetés. Le voleur sourit maniaquement en ouvrant la boîte, triomphant d'avoir enfin l'épée. Mais alors que Han-Jun sombre dans l'inconscience, sa capacité web s'éteint brusquement. Soudain, le camion se détache du bord du pont et plonge dans la rivière en contrebas. Le contrôle de retournement plus la capacité V pourrait-il s'activer dans ce moment difficile? Sans prévenir, Han-Jun se matérialise une fois de plus derrière le voleur. Silencieusement, il tranche avec force dans l'épaule du voleur. L'homme s'effondre comme un sac d'ordures, et finalement, l'épée repose entre les mains de Han-Jun. Son premier réflexe est de tenter la commande copier CTRL+C sur l'épée, mais une erreur apparaît, le niveau d'utilisateur est trop bas pour dupliquer cet objet, comme il le soupçonnait. Il est tout simplement impossible de copier une épée légendaire déjà au niveau 30. Épée légendaire de niveau 30 en main, la copier est hors de question. Avant que Han-Jun ne puisse réagir, l'homme qui l'a poignardé plus tôt se relève et replonge sa lame dans le dos de Han-Jun. Sérieusement, cet adversaire possède-t-il également les capacités CTRL+C et CTRL+V? L'homme se régénère à une vitesse étrange, presque comme un être surnaturel. À l'horreur de Han-Jun, l'attaquant se dirige à nouveau vers l'épée. Cette fois, il est clair qu'il a l'intention d'en finir une fois pour toutes. Déjà rongé par la douleur, Han-Jun se demande désespérément si sa capacité CTRL+V est toujours active. Puis une notification système de Dagon apparaît, déclenchée par l'absorption d'une compétence d'épée légendaire. Elle améliore la défense de 35%, accorde le vol de vie et active même un mode berserker. Étant donné que la santé de Engin est tombée à 25%, le système le fait automatiquement passer en mode berserker. Pendant ce temps, sur le pont, Kodashi se prépare à déclencher une autre attaque massive. Masato et Nana luttent avec acharnement. Ils parviennent à peine à tenir la ligne. Soudain, un objet est projeté hors du centre du pont. Avant que le projectile ne termine sa course, il est proprement tranché en deux. Pas moyen, ça doit être notre gars. Le système confirme. Kuasa a été vaincu et le donjon nettoyé. Bien sûr. Il n'a pas réussi à reproduire la puissante épée qui augmente votre niveau de 230, mais au moins il a réussi à copier ses compétences. De retour au siège de l'association des chasseurs, tout le monde s'agite à propos de l'incident du pont. Même si la crise s'est terminée en moins de 2 heures, les médias continuent de déverser des critiques.
Un guide touristique basé à Fukuoka, le président de l'association des chasseurs du Japon, un prêtre de niveau 570, éteint la télévision et jure de lancer une enquête approfondie sur la façon dont Kuasa a été vaincu. Takeuchi Gu arrive à proximité, le corps couvert de tatouages comme ceux d'Anna Mike Tyson. Au niveau 701, il exprime sa curiosité, en montrant qu'arriver à une fête où l'on ne connaît personne signifie qu'il faut rencontrer tout le monde. Le prochain à arriver est Shinoda Makoto, niveau 610, un guérisseur d'une autre guilde. On dirait que ça se transforme en un sacré rassemblement. Il semble qu'une guerre de territoire soit sur le point d'éclater pour les droits de cultiver ce donjon, qui appartient techniquement aux grands sages. À la guilde de Bruno, l'équipe de Nana ne peut s'empêcher de remarquer que Nana fait une forte impression, se pavanant avec confiance dans ce costume et adoptant une image de femme d'affaires à part entière. Soudain, l'imposant monsieur tatoué Mike Tyson est entré en se dandinant, exudant l'arrogance alors qu'il accusait sa guilde d'avoir bâclé le confinement de la créature. Nana a expiré profondément avant de frapper violemment la table avec sa main. Toute la pièce s'est crispée. Elle n'a pas juste frappé. Elle a fracassé toute la table de conférence d'un seul coup. Masato a instinctivement levé une barrière magique, se préparant à ne pas être empalé. Tout le monde a échangé des regards inquiets, se demandant silencieusement si elle était saine d'esprit, alerte au spoiler. Elle était tout sauf émotionnellement stable. Même Takeuchi semblait perdre son sang-froid sous la tension croissante. Juste à ce moment-là, une voix a crié son nom, brisant la tension. C'était le chef de l'association qui s'est avancé pour appeler au calme, offrant des excuses au nom de Nana. Takeuchi a averti que si Nana continuait ce comportement imprudent, cela pourrait lui coûter la vie, ce qui est déroutant étant donné que son niveau dépassait 700 alors que le sien dépassait à peine 200. De toute évidence, les niveaux de puissance ne disent pas tout. L'ignorant complètement, Nana s'est levée et a déclaré qu'elle expliquerait personnellement ce qui s'était passé sur le pont. Pour faire bonne mesure, elle a noté que Takeuchi était également présent afin qu'il puisse servir de témoin. Takeuchi a répondu vaguement, admettant qu'il n'avait vu aucune récompense impressionnante et qu'il n'était pas certain de l'authenticité du meurtre. Le chef a cherché à désamorcer la situation diplomatiquement, suggérant que l'implication de Masato avait probablement contribué à limiter la destruction. Des applaudissements maladroits ont résonné dans la pièce tandis que Masato bouillonnait en silence. Il était clair qu'il lui manquait un élément crucial d'information. Poussé par la colère, il a juré de faire payer à Nana l'embarras qu'elle lui avait causé. Et naturellement, il était déterminé à se venger de celui qui avait volé son meurtre de Kuasha, notre gars, bien sûr. Personne ne comprend pourquoi il est si furieux, mais Nana jure d'enquêter personnellement sur chaque détail de ce qui s'est passé dans le donjon. Elle prévoit d'interroger chaque guilde qui a retardé ses renforts. Elle se retourne avec assurance et s'éloigne en déclarant l'affaire close. Juste à ce moment-là, Grant et Eri entrent dans la pièce en annonçant qu'ils ont découvert des détails supplémentaires sur l'incident. Grant révèle que, au milieu du chaos, l'épée légendaire a été volée. Il insiste sur la nécessité d'une coopération totale et remet un dossier contenant une demande officielle de l'association internationale. Takushi, sceptique, remarque qu'il avait entendu dire que l'association internationale était en fait celle qui avait initialement décelé l'épée. Eri le confirme, expliquant qu'ils ont eu l'aide de deux chasseurs nommés Sano Hanjun et Shinoda Satoru. La révélation provoque une certaine agitation parmi toutes les personnes présentes. Attendez, Hanjun, le nôtre, est toujours vivant et impliqué avec l'épée. Aux côtés de son acolyte, tout le monde se démène pour découvrir qui est vraiment ce Hanjun. Le chef admet connaître Satoru, mais avoue ignorer ce personnage de Hanjun. Pendant ce temps, Nana se mord la langue, pleinement consciente de qui est exactement ce vaurien. Masato s'assoit à côté d'elle, souriant largement, anticipant avec impatience sa chance de se venger. Il se tourne vers Eri, lui demandant si elle fait référence à la personne qui maniait la compétence de toile d'araignée reine. Il mentionne qu'il a vu le jeune combattant en difficulté pendant la bataille, mais est certain qu'il appartenait à l'association. Il se souvient également avoir vu Nana converser avec lui. Ailleurs, quelqu'un examine attentivement l'épée et demande « Est-ce l'épée de Kalisha que vous avez réussi à voler ?» Un homme de niveau 301 nommé Kurosaki Takumi la regarde avec un étonnement total. Donc, en plus d'être une épée qui augmente instantanément votre niveau de 200 juste en la tenant, oh, regardez-vous, niveau 101 déjà, petit filou rusé. Kurosaki remarque que dépenser des millions pour faire s'effondrer le donjon et forcer le boss à apparaître en valait absolument la peine. Même le type avec le masque a l'air perplexe. C'est lui qui a causé tout ce chaos. Kurosaki exige de savoir pourquoi il a fini par perdre tous ses camarades dans le processus. Immédiatement, l'homme vaincu s'effondre à genoux, s'excusant et révélant qu'ils ont rencontré un étrange individu qui est maintenant mort. Vous pouvez dire que ce malheureux vient de révéler sans le savoir des détails cruciaux sur l'incident. Il n'a aucune chance de s'en sortir vivant. Une mallette remplie d'argent repose sur le sol, et Kurosaki lui dit de la prendre et de vivre sa vie comme il le souhaite. L'homme célèbre comme s'il avait gagné à la loterie, mais chaque billet dans cette affaire scelle probablement son destin à être éliminé. Kurosaki demande nonchalamment s'il prévoit de vendre des informations sur l'épée une fois qu'il sera parti. L'homme se lève brusquement en insistant, pas question.
Je ne trahirai jamais ce genre d'informations. Il commence à reculer tout en fulminant que le chef a toujours été un traître, ayant l'intention de les tuer tous depuis le début. À ce moment-là, Kurosaki le tranche en l'avertissant qu'il est préférable de garder ce secret. Il ne veut clairement pas que des visiteurs indésirables se présentent à sa porte. L'homme malchanceux s'écrase violemment contre le mur et est horriblement déchiré, fendu en deux. Alors, ouais, tous ceux qui doutaient de moi, vous feriez mieux de me remettre votre argent maintenant. Une seule entaille réduit la durabilité de l'épée de 10 à 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Cela signifie qu'il ne lui reste qu'environ 4 frappes au maximum. Dans la scène suivante, Arglas apparaît discrètement et murmure, lui rappelant que c'était un cadeau. Brusquement, Han-Jun se réveille dans son lit, submergé par la panique. Il ressent une chaleur brûlante là où se trouve la marque de tatouage sur son cou. Il se demande si cette marque maudite se ravive une fois de plus. Soudain, Satoru, le fauteur de troubles absolus, bondit en avant, l'étreint fermement et s'exclame combien il craignait que Han-Jun ne soit mort. Satoru commence à babiller à propos d'un assaut océanique massif qui a anéanti le boss. Un autre homme tout aussi échevelé dans la pièce demande s'ils étaient près du pont, tandis que Han-Jun devient de plus en plus exaspéré par la conversation. Se levant de son siège, il remarque que l'homme est inexplicablement énergique pour quelqu'un qui a failli affronter la mort. Il part se reposer, mais l'homme sur le lit commente que malgré son apparence rugueuse, le jeune homme voulait sincèrement aider. Il s'avère que Satoru est celui qui a sauvé Han-Jun avant que Nana et les autres n'arrivent. Ensuite, la mémoire de Han-Jun s'enflamme. Il se souvient que son chef de guilde est Shinoda Makoto, et ce gamin est Shinoda Satoru. Cependant, il rejette rapidement l'idée qu'il n'y a aucun moyen que ce type d'apparence fragile soit lié à cette personne. On passe au quartier général de l'association des chasseurs. Nana se demande si le personnage principal est vraiment mort. Grant le confirme, en hochant la tête, Nana ne semble pas particulièrement choquée. Elle répond avec froideur qu'il n'est pas rare que des chasseurs perdent la vie. Le chef de l'association mentionne qu'ils ont contacté plusieurs guildes pour aider à récupérer l'épée. Eri ajoute qu'ils auront besoin de chasseurs très qualifiés puisqu'elle a déjà localisé l'épée. Le chef dit à Eri qu'elle est impressionnante. Il savait que son équipe était compétente, mais ne s'attendait pas à une telle capacité exceptionnelle. Il a été surpris qu'ils connaissent déjà l'emplacement de l'épée. Elle a expliqué que l'épée émet une signature énergétique distinctive qu'elle est la seule à pouvoir détecter. Nana a mentionné qu'avant les événements récents, personne ne disposait d'informations fiables sur l'épée, ce qui la rendait facile à détecter si quelqu'un l'avait volée. C'est précisément pourquoi ils ont confié l'épée à Han-Jun. L'héritière a rapidement averti que la durabilité de l'épée était limitée à 10 points, dont plusieurs avaient déjà été épuisés, avertissant qu'elle pourrait bientôt se briser de façon irréparable, disparaissant avec le seul indice permettant de localiser sa mère disparue il y a 15 ans. Tous deux ont été visiblement surpris par cette révélation. Nana a sorti un dossier expliquant qu'elle n'était pas la seule à enquêter sur leurs antécédents. Elle savait qu'Eri s'accrochait à l'épée parce qu'elle représentait son dernier espoir de retrouver sa mère disparue. Soudain, Eri s'est levé de son siège. S'attendant à un éclat de colère, Nana a été surprise quand Eri a plutôt calmement demandé son aide, insistant sur le fait qu'elle devait empêcher l'épée de disparaître. On passe au couloir où Nana, la femme d'affaires perspicace, arpentait pensivement les couloirs, sentant que les deux cachaient des informations vitales. De plus, la notion de la mort du chasseur Han-Jun ne collait pas vraiment. Il n'a jamais semblé être quelqu'un qui abandonnerait simplement. Juste à ce moment-là, Shinoda est apparue, demandant pourquoi elle avait l'air si maussade. Elle a esquivé la question d'un geste de la main, lui demandant en retour ce qui l'amenait là. Il insiste sur le fait qu'il est temps pour elle de retourner à la guilde des sages. À en juger par son ton confiant, cet homme doit être le maître de la guilde et probablement lié à Satoru. Après tout, son nom est Shinoda Makoto, et le nom du garçon est Shinoda Satoru. Nana répond en soulignant que le nombre de donjons augmente rapidement et que les chasseurs sont victimes à un rythme alarmant. Pendant ce temps, les guildes rivales négligeant leurs devoirs, se concentrant plutôt sur leur transformation en entités corporatives qui capitalisent sur la gloire et les profits. La récente catastrophe du pont a révélé leur manque de préparation alors qu'une action décisive était cruciale, renforçant la décision de Nana de ne pas revenir. Elle a trop de responsabilités à gérer au sein de l'association et met brusquement fin à la conversation. Attends. Alors, c'est la sœur de Satoru et cet homme est son père? Toute la famille s'en mêle. Tout ce qui manque maintenant, c'est un gendre, et je connais justement le type qui pourrait remplir ce rôle. Makoto glousse doucement, lui conseillant de ne pas être aussi sérieuse tout le temps, mais il lui suggère de passer à l'hôpital avant de rentrer. En parlant d'hôpitaux, revenons à Engin. Mon gars a déjà atteint le niveau 76. Sérieusement, il domine le jeu de niveau supérieur en ce moment. Bien qu'il n'ait pas pu reproduire l'épée, les compétences qu'il a acquises compensent largement, en particulier le redoutable mode berserker. Ce mode lui a sauvé la vie. Non seulement l'épée lui a accordé une poussée de puissance temporaire de 200 niveaux, mais le mode berserker a effectivement doublé toutes ses stats. C'est ainsi qu'il a réussi à traverser un monstre de niveau 400, gagnant ainsi une récompense remarquablement intrigante. Il s'avère que Han-Jun a assimilé la capacité d'onde de choc de Kyuichi.
Le système a ensuite mis à niveau cela, le transformant en un tout nouveau talent appelé fréquence résidente. De plus, sa compétence de toile d'araignée est passée au niveau 2. Cette mise à niveau signifie que lorsqu'il l'active, il peut désormais combiner de manière transparente l'onde de choc avec le vol de vie simultanément. Alors, oui, notre gars dans l'ascenseur est vraiment confiant. Il empile plusieurs compétences sans effort. Il synchronise naturellement leurs sens. Oh, attends. Regarde ça. Sa fenêtre d'état indiquant le niveau 76 plus le buff de 200 est réapparu à l'écran pour toute l'équipe. J'espère que le monteur l'a réellement inclus. Ce petit lutin ferait mieux d'avoir fait ce que je lui avais dit quand j'ai dit qu'il avait copié l'effet des épées. Je voulais dire plus que les compétences. Il a également reproduit le buff de niveau 200, ce qui explique pourquoi il traverse l'ascenseur comme une véritable élite, s'identifiant comme un chasseur de niveau 276. Soudain, une voix familière crie à travers le hall de l'hôpital. C'est Nana qui gronde sévèrement quelqu'un pour ne pas avoir évacué après ses avertissements concernant le danger. Notre guide se baisse instinctivement. Il n'avait aucune idée qu'elle avait un côté aussi féroce et ce qu'elle faisait même ici à l'hôpital. Il s'avère qu'elle réprimande Satoru qui l'appelle Winnie-chan grande sœur et lui reproche de ne pas avoir éliminé le monstre correctement. C'est à ce moment-là que Han-Jun relie enfin les points. Son nom est Nana Shinoda. Tout le monde ici est un Shinoda. Zut. Maintenant, tout s'explique pourquoi le gars fort était si désireux de garder Sito en vie et pourquoi Nana est si prompte à défendre cet enfant, Rex. Puis elle a posé des questions sur Han-Jun, voulant savoir s'il était présent ici. Notre protagoniste reste instinctivement caché après avoir prétendu appartenir à l'association à son arrivée. Personne ne soupçonne qu'il n'est qu'un membre obscur, soi-disant faible de sa guilde. Alors qu'il tente une évasion discrète, il entre en collision inattendue avec quelqu'un. Ah. Alors, tu es toujours en vie? Oh non. C'est Grant. Grant le qualifie de voleur d'épée, juste le pire moment imaginable. Notre héros essayait de s'éclipser sans se faire remarquer, mais maintenant Grant a hâte de prendre sa revanche. Grant l'attrape par le col, le claquant contre le mur. Ouais. Détends-toi, dit-il, bien qu'il sache déjà qu'il n'y a pas d'épée. Grant exige de savoir pourquoi Haruto a prétendu faire partie de l'association. Han-Jun tente une explication, mais Grant le coupe, l'accusant de collaborer avec les voleurs. Soudain, Han-Jun réalise que Grant est déraisonnable. Grant invoque une épée à travers un portail, prêt à frapper. Juste à ce moment-là, Eri arrive en criant de s'arrêter, l'avertissant que de telles attaques sont interdites ici. Mais Grant, furieux, insiste sur le fait qu'il ne se reposera pas tant que le gamin ne sera pas mort. Doucement, Blondinet, prévient quelqu'un. Notre héros a vraiment besoin d'une stratégie d'évasion rapide, maintenant. Les pics d'énergie ambiante, la fréquence résidente est activée. L'épée de Grant se brise instantanément. À proximité, Nana et Satoru entendent chaque mot et mouvement. La mâchoire de Nana se décroche d'incrédulité. Attends. Notre protagoniste a la capacité de Kwashi. La scène se déplace brusquement vers ce qui ressemble à une scène de K-pop vibrante. Une fille danse énergiquement, la sueur scintillante, ses abdominaux toniques visibles alors qu'une foule d'admirateurs fervents applaudit. L'instant d'après, elle monte précipitamment dans une voiture qui l'attend. Elle s'appelle Areta Sarah, membre d'un groupe d'idoles, mais attendez, est-elle aussi une chasseuse? Ils n'ont même pas encore révélé son niveau. Elle fait ses adieux à ses amis admirés, puis elle saute dans sa Ferrari et s'éloigne à toute vitesse. Les filles commencent à chuchoter, spéculant sur le fait qu'elle est riche d'une famille célèbre et se demandant pourquoi elle conduit une Ferrari. Sarah accélère agressivement à l'approche d'une courbe serrée. Elle manque de peu d'entrer en collision avec une Jeep au virage. Elle freine brusquement juste à temps pour éviter une collision. Se penchant par la fenêtre, elle crie « Faites attention où vous allez ». L'autre conducteur sort du véhicule. Oh non. C'est Kurosaki Takumi, le voleur de long sabre lui-même. Sarah se tait immédiatement. Elle le reconnaît clairement alors qu'il laisse tomber nonchalamment une épée sur sa Ferrari comme s'il jetait du courrier indésirable. Faisant référence au concert, il dit « J'espère bien parce que maintenant nous allons dans un donjon. Si tu le veux bien, les choses peuvent revenir comme avant. » Bien que leur histoire ne soit pas claire, elle est visiblement mécontente de le voir. La scène revient au bâtiment où Han-Jun frappe Grant avec une puissante onde de choc. Malheureusement, l'endroit est complètement désert maintenant. Ils sont arrivés trop tard. Nana demande si cela signifie qu'ils devront attendre la prochaine utilisation des épées pour la suivre à nouveau. Le silence gêné en dit long. Oui, c'est le cas. Ensuite, notre gars crie tour de sang, l'expression prononcée par l'homme qui l'a poignardé alors qu'il était inconscient. Mais personne ne semble savoir ce que cela signifie. C'est probablement une organisation secrète de l'ombre. Grant devient anxieux, avertissant que l'épée ne durera pas beaucoup plus longtemps s'il continue à perdre du temps. Nana le rassure, disant qu'elle connaît quelqu'un qui a des informations privilégiées sur tous ces groupes secrets. Une jeune fille rampant sur le sol porte un pouvoir qu'elle a reçu d'une entité mystérieuse il y a 15 ans. Au début, elle pensait qu'elle était juste une autre chasseuse éveillée. Mais elle a vite découvert que sa capacité était bien plus énigmatique qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Êtes-vous prêt? Elle possède le pouvoir de contrôle plus Z, exactement la capacité d'annuler ses erreurs.
Maintenant, je suis curieux de savoir qui d'autre pourrait avoir l'équivalent d'Alt plus F4. Bien que je suppose que ce raccourci ne fonctionne qu'une seule fois, la première chose qu'elle a faite a été de commencer à acheter des piles de déchets jetés et à les restaurer pour les revendre. Même si sa capacité n'était pas techniquement une compétence de guérison, elle a réussi à gagner une fortune simplement en réparant des objets pour les autres. Il est donc clair que son pouvoir n'est pas de guérir, mais plutôt de ramener les gens à un état antérieur. C'est logique. Mais maintenant je me demande, sa capacité a-t-elle des limites? Que se passe-t-il vraiment lorsqu'elle l'active? La petite fille s'est lancée dans tous les efforts pour gagner de l'argent parce que ses parents étaient hospitalisés et dans un état critique. Elle a essayé de les remettre en pleine santé, mais le problème était qu'elle manquait de mana suffisant. Avec le mana qu'elle avait, elle ne pouvait soigner que des blessures mineures, alors elle a commencé à chercher des moyens d'augmenter ses réserves de mana. Elle s'est aventurée dans des donjons en tant que porteur, et chaque fois que quelqu'un était blessé, elle se faisait passer pour une guérisseuse pour fournir de l'aide. Le problème, c'est que ceux qui s'éveillent avec des capacités latentes au lieu de devenir de vrais chasseurs sont confrontés à des défis bien plus grands pour survivre dans les donjons. Un jour, elle a demandé un peu de mana à un homme qui était essentiellement un gojo bon marché. Il a répondu sarcastiquement, se demandant pourquoi elle plaidait toujours. Évidemment, être une fille solitaire dans les donjons signifiait que des hommes douteux en profitaient souvent et essayaient des choses inappropriées. Il n'avait jamais prévu qu'elle les trancherait proprement en deux. Puis quelqu'un entre avec intrigue, se révélant, nul autre que le fameux serpent. Hirasaki Takumi apparaît, et oui, c'est indubitablement Erida Asera, l'idole que nous avons vue plus tôt. Il jette des cadeaux dans sa maison comme si c'était Noël, puis se demande où sont passés tous ses revenus. Il se moque de sa place comme étant pathétique, mais elle a une montagne de champagne derrière elle qui dîne des sushis d'une application de livraison. Relatable. Droite, je suis fauché aussi, Kurosaki, rétorque-t-elle, l'ombrant pour avoir suggéré qu'il était étrange pour une idole de commander des plats à emporter 3 fois par jour. Puis elle répond elle-même à sa question. Elle se fait plaisir quand elle veut, et si elle prend du poids, elle appuie simplement sur CTRL plus Z. Elle redevient vite attirante. Il avait supposé qu'elle avait toujours été ainsi, surtout depuis qu'un jour, elle a volé le bouclier d'un mourant pour le vendre. Il est convaincu qu'elle partage sa nature impitoyable. Une fois de plus, elle a clairement l'air mécontente d'avoir affaire à lui. Elle lui dit carrément qu'elle se fiche de ce qu'implique ce travail. Mais elle veut savoir pourquoi il doit s'agir d'un donjon cette fois, pourquoi ne pas simplement lui apporter le mana comme d'habitude. Puis il révèle l'épée Calicieux expliquant qu'il a besoin qu'elle la traverse. Bien sûr, c'est dur et le coût en mana est énorme. Il la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter. Ce sera son tout dernier donjon. Surprise, Arya demande s'il a enfin découvert l'objet générateur de mana infini. Il répond que non, mais dit qu'il y a de fortes chances qu'un tel objet apparaisse bientôt, et il lui demande d'entrer dans le donjon une dernière fois. Honnêtement, on dirait qu'elle est sur le point de réparer cette épée juste pour mourir peu de temps après. Coupé à un aperçu du monde futur. Notre protagoniste Anjun et Nana y arrivent, et il trouve étrange que ces gens semblent posséder des connaissances dépassant même les meilleures guildes. Nana révèle qu'en matière de renseignements sur les donjons et de stratégie pour les éliminer, personne n'a de meilleures informations que cet individu. À l'intérieur de la salle de conférence, c'est Masato. Oui, l'homme à la cicatrice, sûr de lui, discute, comme prévu, du légendaire générateur de mana infini. Dans cette réalité, le mana infini est aussi commun qu'un jour de semaine banal comme, oh, ce vieux code de triche cassé encore. Nana note qu'à sa connaissance, cet artefact apparaît parfois en récompense dans le donjon de la montagne enneigée de Golem, bien que vaincre son boss soit notoirement difficile. Shirovski confirme qu'il est au courant de la situation et explique qu'ils assemblent une équipe complète pour recueillir des renseignements détaillés. Au cours de leur enquête, ils sont tombés sur une faction appelée Blood Tower. Bien qu'ils ne les aient jamais rencontrés auparavant, Blood Tower cible apparemment le même donjon enneigé de Golem. À première vue, il ressemble à un groupe ordinaire. Cependant, ils se révèlent être bien plus impitoyables que prévu. Ils éliminent, assassinent et volent impitoyablement d'autres équipes de donjons. Pour Anjun, un objet de mana infini n'a aucune valeur, contrastant fortement avec l'obsession du reste du monde pour celui-ci. Ce qui l'intrigue, c'est comment tout cela se relie à l'épée, pourquoi l'accent est mis sur le golem, peut-être qu'il prévoit d'utiliser l'épée pour tuer le boss. Pourtant, la durabilité de l'épée est fragile. Alors, vaut-elle vraiment plus qu'un objet de mana infini? Nana se demande à voix haute si le groupe Blood Tower a déjà localisé le boss, car cela expliquerait leur mouvement soudain. Eri intervient rapidement, insistant sur le fait qu'il est impossible que le donjon ait été trouvé il y a 15 ans sans que personne n'ait encore récupéré l'objet. Notre protagoniste est sur le point de se demander comment elle connaît de tels détails, mais elle le coupe en disant qu'elle expliquera et l'exhorte à rester calme, acquiesçant qu'elle étudie cela depuis un certain temps. Elle explique que le donjon de la montagne enneigée a acquis une réputation notoire. C'est l'un des donjons les plus difficiles, ce qui incite de nombreux chasseurs à l'éviter complètement. Masato ajoute que des endroits comme celui-ci sont des pièges parfaits pour les groupes d'assassins pour tendre des embuscades aux victimes, et il est convaincu qu'ils y cachent quelque chose.
Le personnage principal s'enquiert du calendrier de leur opération, apprenant qu'elle est imminente puisqu'ils viennent de terminer de recruter des membres. Comme Han-Jun le soupçonnait, leur plan est en préparation depuis très longtemps. Nana insiste sur le fait qu'étant donné l'urgence, ils doivent agir rapidement. Elle se tourne vers Masato, lui demandant s'il a une équipe de frappe prête à être déployée immédiatement. La main sur le cœur, Masato affirme que non absolument pas, mais Nana insiste, lui rappelant que la future guilde garde toujours une équipe de secours en attente pour les missions de donjon d'urgence. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé au pont ce jour-là. Se sentant un peu embarrassé, Masato admet que, bien que Nana ait recueilli beaucoup d'informations, toutes ne sont pas exactes. En réalité, il n'a pas d'équipe prête à entrer dans un endroit aussi dangereux à court préavis. Il souligne que ce n'est pas n'importe quel donjon, c'est la redoutable montagne enneigée grouillant de puissants golems. Pour être juste, les golems ne sont qu'au niveau 40, ce qui ne semble pas trop intimidant à première vue. Néanmoins, Masato est déjà là avec une équipe entièrement assemblée et devinez qui mène la charge. Han-Jun mène la charge alors que l'équipe brise sans relâche les golems, seulement pour qu'ils se régénèrent instantanément et lancent une contre-offensive féroce. Masato marmonne de frustration, c'est précisément pourquoi je déteste ce genre d'endroit. Soudain, une silhouette de sorcier échevelé des bidonvilles sort une baguette ressemblant à quelqu'un tout droit sorti d'un conte de Harry Potter. Il rassemble tous les golems en un seul groupe, puis les sépare avant de faire exploser une explosion massive qui les anéantit. Des fragments de gemmes rouges commencent à tomber en cascade d'en haut. Ce sont les noyaux, crie-t-il, les exhortant à briser les noyaux immédiatement. C'est la vraie façon de détruire un golem, Oscar, d'où qu'ils viennent, s'exclame-t-il, frappant la terre, saluant le sorcier comme un héros. Pendant ce temps, le protagoniste reste inactif, serrant sa petite épée mais ne contribuant en rien à la bataille. Plus tôt, Eri avait expliqué qu'à l'intérieur du donjon, il devait éliminer autant de golems que possible. C'était la condition clé pour activer le mini-boss. Elle a découvert que ce type de donjon est connu sous le nom de donjon à induction. Han-Jun et honnêtement, nous non plus, n'avons aucune idée de ce que cela implique réellement. Comme d'habitude, Masato intervient avec son dédain en expliquant qu'il s'agit essentiellement d'un donjon imbriqué dans un autre donjon. Lors d'une chasse typique, vous pouvez contourner les zones les plus faibles et vous diriger directement vers le boss pour gagner du temps. Mais dans les donjons à induction, vous devez dégager chaque zone séquentiellement, une erreur et le chemin à suivre est complètement bloqué. Eri ajoute qu'il y a 15 ans, quelqu'un a déclenché une rupture à l'intérieur de ce donjon, et depuis lors, ses secrets sont restés un mystère. On ne sait pas si quoi que ce soit apparaît même maintenant, c'est pourquoi ils doivent non seulement vaincre les golems, mais le faire rapidement. Leur équipe rivale est également à la recherche de la clé, ils doivent donc la dépasser pour la sécuriser en premier. De retour dans la mêlée, Han-Jun ressent un regain de confiance maintenant qu'il manie l'épée. Il déclenche rapidement la compétence de la toile d'araignée en appuyant sur CTRL plus V. Et juste comme ça, un golem est complètement déchiré. Les spectateurs regardent avec incrédulité, se demandant s'il vient d'activer une puissante compétence de boss. Même Eri se joint à la fête, gelant les golems avec des sorts de glace tandis que Moore intervient pour les achever. Un autre golem se jette agressivement sur les personnages secondaires sans défense. À ce stade, leur sort semble scellé, mais ensuite, elle fait une entrée spectaculaire. Sans lancer un seul coup de poing, elle apparaît juste pour prendre une pose impressionnante. Elle tape sa main, déclenchant la compétence d'onde de choc de Kelisha. Attends une minute. Elle a aussi cette compétence. Je pensais que Han-Jun était censé être unique. Elle examine le groupe, demandant si tout le monde va bien. Ils acquiescent tous, mais elle remarque que quelqu'un a du mal à dissimuler son visage. Elle interpelle cette personne. C'est encore Satoru. Voici le gremlin chaotique se défendant en déclarant qu'il appartient officiellement au groupe de Han-Jun, donc sa présence est justifiée. Attends. Depuis quand Han-Jun a-t-il même un groupe entier? Retour à l'hôpital où Han-Jun a annoncé qu'il se dirigeait vers le donjon. Satoru a fait une crise majeure, insistant pour rejoindre une dernière chasse avec Sanpei et refusant de le laisser partir seul. Au moment où Han-Jun a accepté, Satoru s'est illuminé de joie comme un personnage sorti d'un shoujo manga. Mais Han-Jun lui a fait promettre que s'il venait, ce serait en tant que membre de son groupe. De retour dans le donjon, Nana n'a aucune idée de ce que Han-Jun pense vraiment. Satoru lui dit qu'elle devrait montrer plus de respect à Sanpei. Il déclare hardiment devant elle qu'il en a été témoin de première main. Celui qui a fendu Kuisha en deux était Han-Jun. Nana commence à penser qu'il pourrait avoir raison. Depuis leur dernière rencontre, Han-Jun semble effectivement plus fort. De plus, ces toiles d'araignée jaillissent maintenant avec l'intensité de pouvoirs explosifs de coaxium. L'histoire tient peut-être la route, mais la question clé demeure, par quels moyens? Ailleurs dans le donjon, un duo improbable se rassemble. L'idole de K-pop, Irida Sara, et le célèbre voleur d'épée, Kurosaki Takumi. Perchés sur un rebord de montagne, ils regardent les autres endurer des épreuves bien en dessous. Toute leur équipe se trouve à proximité, se faisant passer pour une autre équipe de raid, attendant leur heure pour frapper et semer le chaos. La difficulté est que 2 chasseurs de haut niveau sont intégrés au sein du groupe principal, ce qui rend les approches furtives presque impossibles. Néanmoins,
Tant qu'ils maintiennent une distance de sécurité, ils pourraient bien réussir leur stratégie. Kurosaki souligne que l'efficacité est le fondement sur lequel leur guilde opère. Se tournant vers Arita, il lui demande si elle a accumulé suffisamment de mana. Apparemment, les engins de charge de mana qu'il lui a fournis coûtent extrêmement cher en ressources, en remplir un seul exige de vaincre plus de 100 bêtes de donjon. La rupture massive au niveau du pont était son œuvre. Il l'a déclenchée en surchargeant d'innombrables dispositifs de ce type. Le seul souci d'Arita est de savoir combien d'autres de ces appareils ils devront utiliser pour restaurer complètement l'épée. Il répond qu'ils en auront besoin d'au moins 20. Imperturbable, elle demande si leur plan est juste de rester caché jusque-là. Il confirme que c'est exactement leur ligne de conduite, d'autant plus que la section suivante du donjon est protégée par une barrière qui ne peut être franchie qu'à l'aide d'une épée de dragon Kalisha. Arita se méfie et exige de savoir exactement où tu as obtenu cette information. Il lui dit d'arrêter de le questionner car elle n'obtiendra aucun détail. Elle soupire, acquiesçant que ses plans sont toujours non conventionnels. Cependant, après avoir reçu un regard sévère de Kurosaki, elle s'excuse rapidement et affirme qu'elle plaisantait seulement. Tant qu'ils obtiennent un contrat, elle reste indifférente à ses méthodes. Son véritable objectif est clairement d'acquérir l'artefact de l'homme infini pour restaurer sa mère et son père. Au milieu du chaos de la bataille, il remarque que bien qu'ils aient vaincu plus de 200 golems, cela ne donne guère l'impression d'être un progrès. Un autre noyau tombe d'un ogre vaincu. Il le ramasse, mais ce noyau semble inhabituel et étrangement inconnu. Sans avertissement, il glisse de sa main et tombe au sol de son propre chef. À ce moment-là, Misato s'avance, annonçant que le processus a officiellement commencé. Ils ont terminé la première phase de la subjugation. Il est maintenant temps de passer à la deuxième zone. Vient maintenant le défi d'affronter le mini-boss de Snow Mountain. Un golem changeant imposant de niveau 150 émerge, un monstre imposant. Il se jette soudainement en avant, frappant la moitié de l'équipe comme s'il exigeait un paiement. Masato ordonne une retraite complète immédiate. Bien que la créature se brise à l'impact, son nom, le golem changeant, laisse présager un retour inévitable. Comme prévu, il se reforme rapidement. En quelques secondes, le golem se remonte et reprend son assaut. Masato frappe le golem une fois de plus. Cependant, chaque fois qu'il se brise, le noyau s'échappe pour se cacher dans un autre endroit, puis il reconstruit un nouveau corps autour de ce noyau. Notre protagoniste élabore un plan pour arrêter le mouvement du noyau en l'empêtrant avec sa toile d'araignée. Il exécute parfaitement le mouvement, appuyant sur CTRL plus V, et porte un coup précis qui piège le golem pendant sa régénération. Cependant, le golem se remonte sans effort et sans difficulté. La toile s'avère inefficace. Ils doivent maintenant trouver comment détruire le golem avant que ces fragments ne puissent se réunir. Quelqu'un crie un avertissement à notre héros de se mettre hors de danger. Se retournant, il voit Nana déchaîner une énorme explosion bleue directement dans la poitrine du golem. Pourtant, le golem réagit à peine, insensible aux assauts physiques et magiques. Nana insiste sur le fait qu'ils doivent synchroniser leurs attaques pour avoir une chance de succès. Masato répond avec un sourire ironique, eh bien, sans blague. À ce stade, le personnage principal commence à comprendre pourquoi tout le monde évite ce donjon. Eril avait averti que le mini-boss est ce qui rend cet endroit si dangereux, et comme il s'agit d'un donjon d'induction, il n'y a aucun moyen de le contourner. Pour aggraver les choses, le noyau consomme les cadavres des golems vaincus, rendant sa santé pratiquement illimitée. Masato explique qu'ils ne se battent pas seulement contre ce boss, ils se battent contre tous les ennemis qu'ils ont déjà tués. Le temps et les efforts considérables nécessaires sont la raison pour laquelle la plupart des chasseurs évitent ce donjon, bien qu'il n'ait pas d'alternative. Pour atteindre le boss final, cet adversaire doit d'abord être vaincu. Nana expose deux stratégies, soit anéantir le noyau, soit effacer tous les ennemis précédemment vaincus. De retour dans le feu de l'action, le boss est englouti par des flammes bleues vacillantes. À en juger par la sueur nerveuse de Nana, la situation devient de plus en plus désespérée. Derrière elle, la créature recommence à se reconstruire. Elle parvient à peine à se retourner juste à temps pour lancer un autre sort de feu puissant. Notre protagoniste veut intervenir, mais l'utilisation des pouvoirs de l'épée alerterait instantanément Eric qui connaît tous ses secrets que quelque chose ne va pas. Il est méticuleux. Personne dans ce monde ne peut découvrir sa tactique intelligente de copier-coller. Puis il se rappelle qu'il a encore l'objet qu'il a obtenu de l'ours sur le pont. Sa première capacité paralyse temporairement une cible, tandis que la seconde inflige des dégâts continus au fil du temps. Il se prépare à appliquer sa technique de copier-coller à cette arme redoutable. Encore mieux, il la superpose à sa toile d'araignée, de sorte que maintenant la toile déclenche non seulement une onde de choc, mais maintient également fermement les ennemis avec une force de préhension semblable à celle d'un ours. En plus de cela, la compétence secondaire de l'ours draine à la fois le mana et la santé des adversaires. Il charge vers l'avant, pleinement préparé à infliger enfin de réels dégâts. Pendant ce temps, Nana se tient résolument seule dans un champ de feu flamboyant. Grant regarde avec étonnement, se demandant si elle a vraiment l'intention de faire fondre chaque fragment de ce golem. Pourtant, une fois de plus, la créature recommence à se reconstituer derrière elle. Elle déclenche une autre salve de flammes dévastatrices.
Sérieusement, où puise-t-elle tout ce mana? Le golem traverse le feu indemne et prépare un coup de poing massif. Il semble que ses réserves de mana commencent enfin à diminuer. Mais quand une femme est en danger, il est temps qu'un héros intervienne. Notre héros bondit, enveloppant le monstre dans un cocon serré et se contractant avec détermination. Même Nana et Masato sont stupéfaits. Il vient d'immobiliser un mini-boss comme si de rien n'était. Nana revient à la réalité, lui criant d'arrêter de poser et d'attaquer enfin. À ce moment-là, Hanjun révèle qu'il a découvert un moyen d'empêcher le noyau de s'échapper. Masato choisit d'éviter une confrontation. Il marmonne entre ses dents, « Très bien, mais tu regretteras de m'avoir donné des ordres plus tard. » Il déclenche un sort de flamme massif, provoquant la rupture du golem. À ce moment-là, le noyau devient visible. Il synchronise instantanément la technique de la toile. Cette fois, combinée aux griffes de l'ours, la toile ne fait pas qu'attirer la cible. Au lieu de cela, elle se transforme en une gueule féroce garnie de dents acérées. La bouche se referme fermement, bloquant le noyau en place. Masato reconnaît instantanément la capacité. C'est la compétence unique de l'ours, mais il l'a en quelque sorte transformée en une arme incroyablement puissante. Nana commence à faire le lien. Masato possède les capacités de l'araignée reine. Il était présent aux côtés de cet autre individu. Il s'est également battu pendant la bataille de Kyusha sur le pont. Bien qu'elle commence à soupçonner qu'il est le stratège de contrôle plus C, contrôle plus V, elle est surtout heureuse qu'il arrive toujours quand ils ont besoin de soutien. Eri le félicite même, enflammant l'enthousiasme de toute l'équipe. Ils ont enfin l'occasion de détruire le noyau. Cependant, l'individu proche qui était clairement mécontent n'était autre que le subordonné de Kurosaki Takumi. Même Arita était perplexe, se demandant comment ce gamin avait réussi à arrêter le mouvement du noyau. Pourtant, le vrai problème était qu'ils avaient besoin qu'il soit actif pour continuer à générer du mana là-bas. Ensuite, Shinoda a déclaré qu'il était temps de s'écarter du plan, ordonnant à chacun de prendre les positions qui leur étaient désignées. Inaperçu de tous, le groupe masqué s'avança furtivement par derrière. Arita se demandait s'il avait vraiment besoin d'intervenir en personne. Il a expliqué que la situation était devenue plus difficile parce que ce gamin particulier entravait le mouvement du noyau.